Oui, bienvenue à DDBD. Oubliez un instant les parlements tapissés de boiseries, là, les discours solennels, la distance institutionnelle un peu froide à laquelle on est tous habitués. Ouais, l'image classique de la politique, en fait. Exactement. Imaginez plutôt ceci. La survie d'un parti politique historique, un parti qui structure la société depuis plus d'un siècle, elle se joue plus vraiment dans les usines ou les maisons du peuple. Non, ça se passe le samedi soir au milieu des fumigènes d'un stade de football. C'est ça. Le tout orchestré par des algorithmes d'amplification numérique. Donc, c'est l'espace d'analyse d'aujourd'hui. Un espace où nous explorons les différentes perspectives et la complexité des grands enjeux de notre société. On plonge au cœur d'une mutation vraiment fascinante du paysage politique belge. Ben oui, la Belgique, historiquement structurée en grands piliers sociologiques, mais cette démocratie représentative-là, elle traverse une crise de fond en ce moment. Absolument. Le Parti socialiste francophone, le fameux PS, qui a longtemps dominé la Wallonie sans partage, il fait face à une érosion électorale majeure. Il cherche désespérément à se reconnecter avec les classes populaires qui s'éloignent. Et le terrain inattendu qu'ils ont choisi, c'est le foot? Le foot, oui, particulièrement autour de clubs historiques et super passionnels comme le Standard de Liège ou le Sporting de Charleroi. Le stade, dans le fond, est devenu un véritable contenu politique. C'est massivement diffusé, segmenté, amplifié sur la plateforme X, anciennement Twitter, là. Et c'est précisément là que notre analyse doit devenir chirurgicale. Parce que on passe de l'observation d'une simple ferveur dominicale à l'étude d'une véritable ingénierie de l'interaction numérique. C'est pas juste du sport, là. C'est de l'occupation de l'espace mental. C'est clair. Et c'est toute la question qui va structurer notre échange d'aujourd'hui. Est-ce que l'investissement de ce champ footballistique par le PS relève d'une véritable stratégie populiste coordonnée pour recréer une identité politique charnelle? Ou, et c'est là que nos avis divergent, est-ce que ce n'est au fond qu'une simulation numérique orchestrée par des outils de marketing? La question est lancée. De mon point de vue de politologue, je défends fermement l'idée qu'il s'agit d'une authentique stratégie, ce qu'on pourrait appeler un populisme paternaliste. C'est une démarche de reconnexion politique sincère qui tente de redéfinir les liens de classe historiques qui se sont effrités, on va se le dire, par de nouveaux liens de tribu. Je l'aborde sous un angle différent. En analysant la mécanique des flux de communication, je soutiens qu'il s'agit avant tout d'une architecture numérique artificielle. De l'artificiel, vraiment? Absolument. C'est ce que nous, les spécialistes en communication, on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire une gestion de base de données qui simule une mobilisation citoyenne spontanée. Et ça sert à quoi? À masquer la professionnalisation extrême et l'éloignement sociologique des élites politiques par rapport à leur base. D'accord. Faisons un pas de recul si vous le voulez bien. Regardons la théorie avant de crier à la manipulation algorithmique tout de suite. Pour comprendre cette dynamique, il faut s'appuyer sur la littérature académique récente. Les travaux de chercheurs sur le populisme. Oui, exactement. Prenons les travaux de chercheurs comme Claes de Vries. Ils nous invitent à opérer un changement de paradigme. Il ne faut plus voir le populisme uniquement comme une idéologie mince ou rigide. C'est bien plus un style de communication à part entière. Un style qui a des codes très précis, oui. Voilà. Et quand on observe la manière dont les figures du PS se déploient sur la twittosphère, on réalise qu'ils cochent absolument toutes les cases de ce style populiste. Ça repose sur 3 piliers. Premièrement, l'appel au peuple. Mais un peuple redéfini, on s'entend. C'est ça le point. Le peuple, c'est plus le prolétariat théorique des livres d'histoire. C'est la famille des supporters. La nation rouge du Standard ou le public Carolo. C'est présenté comme une entité vertueuse, passionnée, homogène. OK. Et le deuxième pilier? L'anti-élitisme. Mais comme le PS est un parti historiquement au pouvoir, il ne peut pas faire d'anti-élitisme classique contre l'État. Donc, il déplace cette critique vers des cibles externes. On attaque le foot business, déshumaniser les fonds d'investissement étrangers ou même les adversaires libéraux qu'on accuse de mépriser la culture populaire. Et le troisième pilier, c'est l'exclusion, j'imagine? Lire l'image du club. Donc, dans cette optique-là, le stade est véritablement devenu la nouvelle cathédrale de la classe ouvrière. La cathédrale, carrément. Ben oui. C'est un moteur de polarisation affective. Ça permet au PSDN de défendre une identité wallonne protectrice face à un gouvernement fédéral perçu comme distant. Pour moi, c'est vraiment la réactivation d'un instinct politique très profond. C'est une lecture sociologique très élégante. Vraiment.
Mais si on soulève le capot de cette prétendue cathédrale de la classe ouvrière, là, mais on n'y trouve pas des vitraux et de l'encens. Qu'est-ce qu'on y trouve d'après vous? On y trouve des serveurs informatiques, des algorithmes de recommandation et des logiciels de gestion de campagne. Je réfute totalement l'idée d'une véritable profondeur idéologique ici. Ce que l'observation fine des réseaux révèle, c'est une dynamique d'homophilie, mais artificiellement gonflée. Arrêtons-nous là-dessus un instant. L'homophilie. Dans le monde physique, c'est simplement le fait que qui se ressemble s'assemble. C'est naturel. Mais comment ça se traduit numériquement pour créer cette fameuse architecture dont vous parlez? Concrètement, sur une plateforme comme X, l'homophilie est transformée en arme par l'algorithme. Si vous interagissez avec des contenus liés au football wallon, l'algorithme va vous enfermer dans une chambre d'écho. Où on voit juste ce qu'on veut voir. Exactement. Vous ne verrez plus que les gens qui partagent vos indignations contre un club rival ou un arbitre. Et les partis modernes, ils comprennent ça parfaitement. Ils utilisent des logiciels de gestion de relations clients, des CRM extrêmement puissants. Des outils comme Nation Builder, par exemple. Et ces outils servent à quoi concrètement? Ils ne servent pas à débattre, ça c'est sûr. Ils servent à micro-cibler. On identifie dans la base de données qu'un profil précis aime le standard de Liège et qu'il a des sensibilités de gauche. OK. Dès lors, on lui parle plus du tout de politique fiscale complexe. On lui pose des call to action, des appels à l'action très spécifiques, souvent par messagerie directe ou via des groupes fermés, pour qu'il relaie massivement le tweet du bourgmestre qui défend le club. Donc vous dites que c'est orchestré. C'est pas un mouvement de masse spontané, c'est l'occupation algorithmique de l'espace numérique par des amplificateurs programmés. C'est une pure mise en scène qui déploie une armée de comptes pour donner l'illusion écrasante d'une adhésion populaire. Mais concrètement, comment ils font pour maintenir cette illusion-là? Parce que, si je me place du point de vue d'un utilisateur lambda, quand je regarde mon fil d'actualité après un match polémique, je vois juste des supporters qui s'énervent spontanément, qui interpellent leurs élus. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Mais je vois de l'émotion brute, moi. Je vois pas l'armée numérique algorithmique dont vous parlez. Comment cette prétendue armée opère au quotidien pour verrouiller le message? C'est là que la typologie militante devient fascinante et ça trahit vraiment la nature artificielle du mouvement. Quand on analyse de vastes corpus de tweets, on voit pas un public diversifié qui débat de la chose publique. On identifie des rôles extrêmement précis, presque scriptés en fait. Des rôles comme quoi? Prenez ce que j'appellerais les gardiens du temple. Ce sont des militants numériques souvent anonymes, mais hyper coordonnés, dont l'unique fonction est de créer un cordon sanitaire en ligne autour de l'élu PS. Un bouclier, dans le fond. Oui. Imaginez un citoyen qui émet une critique technique tout à fait légitime. Par exemple, sur le fait que des millions d'euros d'argent public sont injectés dans les infrastructures d'un club de foot privé, alors que les écoles, elles manquent de moyens. C'est une critique politique valide. Tout à fait valide. Mais, immédiatement, ces gardiens interviennent en meute. Ils argumentent pas sur le budget. Ils étouffent la critique sous des attaques personnelles en accusant le citoyen d'être un ennemi de la région ou un suppôt de la droite. Ouch! Il y a d'autres rôles? Oui, vous avez aussi les snipers antilibéraux. Eux, ils font du negative campaigning pur. Ils utilisent les mauvais résultats d'un club géré par un adversaire politique pour détruire sa crédibilité globale. Et le plus troublant, c'est la mécanique de validation en trompe-l'œil. C'est-à-dire? Les élus PS vont systématiquement récompenser les louanges de cette base par des likes ou des retweets. Ça crée un circuit d'autocongratulation. Mais le vrai débat public est complètement évacué. On parle jamais d'accès au sport pour les jeunes des quartiers défavorisés, on parle juste du sauvetage du club professionnel par l'élu. Je vois pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente. Vous décrivez cette mécanique typologique comme si c'était une dérive dystopique, une manipulation froide importée direct de la Silicon Valley. Les outils viennent de là-bas, oui. Les outils, oui, mais faisons un parallèle historique. Ces gardiens du temple qui étouffent les critiques et protègent la ligne du parti sur Twitter, en quoi sont-ils fondamentalement différents des anciens délégués syndicaux socialistes dans les usines ou sur les piquets de grève des années 70? Ah, vous comparez un tweet à un piquet de grève. Regardez la dynamique. À l'époque, la discipline de parti au sein du pilier socialiste a toujours exigé de serrer les rangs. Le rôle du délégué, c'était de protéger le leader face aux attaques du patronat.
de monopoliser la parole légitime dans l'espace ouvrier et, tu sais, parfois d'intimider poliment les voix dissidentes pour maintenir l'unité de la grève. Je vois où vous voulez en venir. Ce que vous décrivez comme une mécanique artificielle, n'est-ce pas tout simplement la preuve que l'instinct politique du mouvement socialiste est bel et bien vivant? Il a juste troqué le tract papier à la sortie de l'usine pour la coordination sur X. C'est une transposition technologique d'une culture militante très ancienne, très protectrice et finalement très organique. L'analogie avec le piquet de grève est intellectuellement redoutable, je vous l'accorde volontiers, mais elle occulte une différence fondamentale dans la nature même de l'engagement. Laquelle? Le délégué syndical des années 70 agissait dans un espace physique, avec une véritable friction sociale. Il risquait son salaire, parfois son intégrité physique, et son mandat émanait d'une dynamique locale de bas en haut. Ce qu'on observe sur la twittosphère, c'est l'équivalent numérique des rires enregistrés dans une sitcom. Des rires enregistrés, vous êtes dur, hein? Mais c'est ça, c'est du top-down automatisé, sans aucune friction. La preuve irréfutable, elle réside dans la chronologie des données. Quand une crise éclate autour d'un stade, les éléments de langage et les hashtags n'émergent pas doucement de la base. Ils sont déployés de manière synchronisée, à la minute près, par des dizaines de comptes pivots. Donc, c'est téléguidé. Exact. C'est pas un délégué qui harangue la foule. C'est un bouton pressé depuis le département communication du parti qui déclenche une simulation de foule en délire. On vide l'engagement de sa substance critique pour n'en garder que la coquille métrique, le volume d'interaction. Mais cette mécanique descendante, ce top-down dont vous parlez, elle doit bien s'incarner dans des figures réelles pour fonctionner, non? L'algorithme seul, il ne suffit pas de créer de l'adhésion. Il a besoin d'un visage, d'une narration. Oui, l'incarnation est nécessaire. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième phase de notre analyse, l'étude de cas concrète. Regardons comment cette stratégie se matérialise chez les figures de proue du parti. Parce que l'incarnation joue un rôle clé dans la réussite d'un style populiste. Allons-y! Prenons le cas de Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi et vraiment une figure tutélaire du PS. Sa stratégie autour du stade du pays de Charleroi est un cas d'école. Observez la campagne de communication nommée « Un toit pour toi ». Ouais, je m'en souviens. Sémantiquement, c'est brillant. C'est taillé sur mesure pour les réseaux sociaux. L'usage du tutoiement brise instantanément la hiérarchie institutionnelle. C'est plus l'appareil d'État lointain qui communique, c'est un homme bienveillant qui s'adresse directement à l'individu. En tutoyant les lecteurs, oui. Et l'infrastructure de millions d'euros, bien qu'elle soit payée par les impôts de tous, elle est recadrée comme un don personnel, un geste de protection. Magnette se pose en père protecteur de la ville. Et ça se voit aussi dans sa gestion de la sécurité. Exactement. Sur le volet sécuritaire, lors d'un derby sous haute tension contre Liège, en interdisant l'accès aux supporters adverses perçus comme violents, il joue la carte de l'autorité assumée. Il protège le bon peuple de Charleroi. C'est le troisième pilier de De Vries, l'exclusion du hors-groupe. Et à Liège, la stratégie est différente. Ailleurs, oui, avec Thomas Dermine sur le dossier du Standard de Liège, on a une autre déclinaison, le sauveur technocratique. Il dresse le bouclier de la puissance publique face à la froideur prédatrice du foot business international. Et n'oublions pas Jean-Claude Marcourt qui instaure une véritable dette morale en rappelant constamment les financements régionaux. C'est un spectre complet de légitimation politique. C'est un argument convaincant. Mais avez-vous considéré la comparaison avec la manière dont leurs adversaires directs investissent ce même espace? Leurs adversaires de gauche ou de droite? Les deux. Parce que l'efficacité de cette posture de père protecteur ou de sauveur technocratique, elle s'effrite considérablement quand on la met en contraste avec l'authenticité d'autres acteurs sur le terrain. Par exemple? Prenons le grand rival du PS sur sa gauche, le Parti du travail de Belgique, le PTB. Observez Raoul Edebao, leur leader. Quand il va voir un match du Standard, il n'est pas dans une loge VIP vitrée avec un traiteur. Non, c'est vrai, il est dans les gradins. Il est debout dans les tribunes populaires. Il n'y a pas de cravate, il y a une écharpe du club, il crie avec les ultras, il se fait renverser de la bière sur les chaussures. L'image qui circule sur les réseaux sociaux, elle n'a pas besoin d'être poussée par Nation Builder pour devenir virale. C'est plus viscéral. Totalement. Elle dégage un populisme perçu comme véritablement organique, ancré, charnel. Le contraste visuel avec les élus du PS est saisissant. Les socialistes se retrouvent à financer les infrastructures d'en haut, à gérer la sécurité d'en haut, à tweeter depuis les tribunes officielles d'en haut.
C'est une dissonance compliquée, oui. C'est terrible pour un électeur de gauche. Et si on regarde sur leur droite, le PS utilise aussi le football pour mener une guerre de communication contre le mouvement réformateur, le MR, particulièrement son président, Georges-Louis Boucher. Qui s'est impliqué dans le foot lui aussi. Exact. Boucher a pris la présidence du Club des Francs-Borins. Et que se passe-t-il sur Extaillet? Les armées numériques du PS passent leur temps à guetter la moindre défaite de ce club pour attaquer l'incompétence managériale présumée du leader libéral. C'est plus de la reconnexion avec le peuple, là. C'est de l'instrumentalisation politicienne pure. Mais attendez, le fait même que le football serve d'arène pour attaquer Georges-Louis Boucher et le modèle libéral, ça n'invalide pas ma thèse. Au contraire, cette guerre des modèles dont vous parlez prouve précisément que le football n'est pas qu'une simple distraction ou une coquille vide de marketing digital. Vous pensez que c'est idéologique? Bien sûr, ça sert de proxy, de substitut symbolique éclatant à un véritable affrontement idéologique sur le rôle de l'État. Quand les militants PS raillent la gestion financière d'un club par un leader libéral, ils attaquent pas juste un président de club de division inférieure, ils attaquent sa vision globale de la société. C'est une interprétation généreuse. Mais non! Regardez les faits. Ils mettent en scène l'affrontement entre l'État protecteur et solidaire d'un côté et le marché libre de l'autre, perçu comme instable et individualiste. C'est de la grande politique traduite dans le langage universel et passionnel du sport. L'algorithme ne fait qu'accélérer une bataille d'idées qui est, au fond, très réelle. C'est une traduction qui me semble tout de même bien périlleuse. Ce recours systématique au stade de football comme prolongement de l'arène politique révèle effectivement une réinvention numérique fascinante du parti. Mais je m'interroge sérieusement sur le prix à payer pour sa crédibilité à long terme. Vous voyez des risques existentiels? Absolument. Cette machinerie de retweets, de gardien du temple et de posture de sauveur, elle masque de plus en plus mal une réalité sociologique têtue. L'éloignement profond entre un personnel politique aujourd'hui hyper diplômé, très urbain, et la base ouvrière qu'il prétend représenter. C'est la production d'une illusion d'optique qui va finir par se dissiper. Je vous l'accorde, on arrive là au point de convergence de nos analyses. On observe le déploiement d'une technologie politique inédite, une tentative audacieuse de substituer une solidarité de tribune qui est viscérale et très adaptée aux réseaux sociaux à une solidarité de classe traditionnelle qui est en perte de vitesse dans notre économie. Et les risques de cette substitution sont majeurs. Oui, si le parti mise une part aussi importante de son capital symbolique sur le sport, il s'expose. Quels sont les plus grands dangers selon vous? Ils sont multiples. Le premier, on l'a effleuré avec l'exemple du PTB, c'est le risque d'inauthenticité fatale. Le public, même ciblé par des algorithmes performants, il n'est pas indéfiniment dupe. La mise en scène numérique forcée des élus dans les loges VIP, ça finit par lasser et sonner faux. Ouais, le fameux détecteur de conneries de l'électeur. C'est ça. Et le deuxième grand danger, c'est l'aliénation de l'électorat modéré. Le comportement dogmatique des gardiens du temple a un effet repoussoir considérable. Des électeurs indécis ou des citoyens critiques qui posent juste des questions légitimes sur les deniers publics, ils se font harceler numériquement. Ça crée une forteresse inhospitalière. Qui fait fuir les esprits nuancés. Exactement. Je vous rejoins là-dessus. Et j'ajouterai un troisième risque, qui est peut-être le plus incontrôlable pour des technocrates habitués à maîtriser le moindre millimètre de leur communication. C'est la volatilité absolue inhérente au monde sportif. C'est vrai que le sport, on ne contrôle pas le score final. Mais voilà, en termes politiques, c'est le retour sur investissement le plus incertain qui soit. Lier l'image de compétence d'un parti aux résultats sportifs ou à la santé financière de clubs endémiquement instables, c'est d'une témérité folle. Si le club s'effondre sportivement un dimanche après-midi, toute la narration s'effondre avec. Le sauveur devient le fossoyeur. Exactement. L'image de l'État protecteur devient celle d'un État dilapidateur. La compétence politique d'un ministre se retrouve littéralement indexée sur la capacité d'un attaquant à marquer un but à la 90e minute. C'est la définition même de déléguer sa légitimité à l'imprévisible, là. Et ça nous ramène à une réflexion fondamentale sur l'état de la démocratie représentative. Cette hypercommunication autour du ballon rond, est-ce qu'elle élève la conscience politique des citoyens ou est-ce qu'elle la réduit à sa dimension la plus tribale et binaire? C'est la question à $1 million.
Je suis convaincue que le vernis du populisme numérique, aussi bien programmé soit-il, finit inévitablement par craquer face à la réalité matérielle des urnes, s'il n'est pas soutenu par une amélioration concrète des conditions de vie. Et c'est sur ce vertige structurel qu'on va laisser nos auditeurs réfléchir. Aujourd'hui, notre but, c'était pas de déclarer un vainqueur entre la thèse de l'ancrage politique profonde et celle de la simulation algorithmique. La vérité navigue probablement entre les deux. Totalement. Entre la volonté sincère d'un parti de retrouver son peuple et les dérives artificielles des outils technologiques. Mais une chose est certaine, je vous invite à observer d'un œil nouveau et affûter les prochaines interactions de nos élus. Gardez l'œil ouvert. La prochaine fois que vous verrez sur votre téléphone la photo d'un dirigeant politique exhibant fièrement l'écharpe d'un club de football, rappelez-vous l'architecture invisible qui soutient cette simple image. Derrière chaque tweet, chaque interaction, se cache une mécanique complexe qui redéfinit notre engagement démocratique. Merci de nous avoir rejoints. À très bientôt sur le Debate. Fait que faut s'imaginer la scène à l'instant. On a un politicien super scolarisé, le genre d'élu qui passe ses journées à débattre de fiscalité dans un complet gris au fond d'une commission parlementaire. Puis soudainement, le samedi soir, ce même politicien est en train de hurler contre un arbitre sur la plateforme X, d'utiliser le jargon des estrades, puis même de menacer de bannir les partisans de l'équipe adverse de sa ville. C'est un contraste assez brutal, ouais. Tellement. La question, c'est pourquoi il fait ça? La réponse est lourde de conséquences. C'est parce que la salle de conférence politique traditionnelle, elle est morte. Le stade de soccer ou le stade de foot, comme ils disent là-bas, c'est devenu la nouvelle urne électorale. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur de nos sources. Et c'est un phénomène fascinant à décortiquer. Mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de vous accompagner là-dedans, d'analyser les mécanismes derrière cette transformation. Exact. Fait que notre point de départ, c'est un document de recherche universitaire super fouillé qui s'intitule « PS belge, football et populisme sur Twitter ». La mission qu'on se donne aujourd'hui, c'est de comprendre comment un immense parti politique traditionnel qui fait face à une grosse crise démocratique puis à une fuite de ses électeurs essaie de survivre. Une stratégie de survie qui consiste littéralement à transformer les gradins sportifs en arènes politiques numériques. C'est fou. Mais bon, pour bien comprendre, il faut se plonger dans le contexte en Belgique francophone, donc en Wallonie. Puis là, on va pas se le cacher, la politique belge, avec ses multiples parlements, ses gouvernements régionaux, fédéraux qui s'entrecroisent, c'est souvent vu comme un chef-d'œuvre de surréalisme. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, puis on va pas se gêner pour s'en moquer un petit peu au passage. Tu sais, les Belges eux-mêmes adorent l'autodérision. C'est presque un sport national là-bas, de rire des absurdités de leur propre système. Fait qu'on est en bonne compagnie. C'est clair. Mais derrière cette façade un peu comique, la source qu'on regarde, elle met en lumière une réalité électorale super dure. Le document montre l'érosion sévère du Parti socialiste francophone, le fameux PS. Historiquement, c'était le gros mastodonte en Wallonie. Le parti par défaut, genre? Spectaculaire de l'extrême gauche avec le PTB, puis de l'autre, la pression des mouvements nationalistes ou de la droite libérale. Fait que le vieux vote de papa, où les gens votaient pour le même parti de génération en génération, juste par appartenance à une classe sociale, c'est terminé? C'est complètement mort. Le tissu social s'est effiloché. Le PS a donc un besoin existentiel de retrouver ses racines ouvrières, de reconnecter avec des classes populaires qui trouvent que le discours moderne est devenu trop technocratique. Puis c'est là que le soccer entre en jeu. Le fameux ballon rond. Oui. Le foot européen, c'est pas juste un sport. Le document, on l'appelle un fait social total. Dans ces régions post-industrielles, les stades, comme ceux du Standard de Liège ou du Sporting de Charleroi, ce sont les dernières cathédrales de la classe ouvrière. Les seuls endroits où il y a encore de la ferveur collective massive, dans le fond. Exactement. Mais attends une minute. Je suis un peu sceptique. Vu de l'extérieur, ça ressemble juste à la vieille technique du politicien qui va serrer des mains, qui met une écharpe de l'équipe puis qui mange un hot dog à la mi-tempe juste pour avoir l'air proche du peuple. C'est quoi la nouveauté qui mérite une étude universitaire complète? C'est l'objection normale, mais la recherche montre qu'on est rendu à un niveau beaucoup plus sophistiqué. C'est plus le petit patronage discret d'avant où le maire payait les maillots de l'équipe locale. Le document pointe vers un mécanisme psychologique puis numérique très précis. C'est ce qu'on appelle la polarisation affective.
OK, la polarisation affective. Comment ça marche concrètement? Bien, en politique classique, on essaie de convaincre avec des arguments rationnels, genre le taux de chômage, les impôts, les routes. Ce qui demande beaucoup d'énergie au cerveau. C'est ça. Mais la polarisation affective, c'est l'idée que le comportement politique est rendu dicté par l'émotion pure, par le fait d'appartenir à un groupe, l'endogroupe, puis de rejeter viscéralement l'autre groupe, l'exogroupe. Et le sport fournit ça clé en main? Exactement. Les élus vont plus au stade pour regarder le match. Ils y vont pour capter cette énergie brute puis la transformer en contenu numérique, surtout sur la plateforme X, anciennement Twitter. Ah, je vois. Le club de soccer devient la métaphore d'une identité menacée. Sur les réseaux, quand tu défends le club de Liège ou de Charleroi, ben, soudainement, c'est perçu comme la défense de l'identité wallonne face au gouvernement fédéral ou face à la domination d'autres régions. Wow, fait qu'on prend un enjeu politique super complexe, puis on le colle sur un match de soccer pour contourner la logique rationnelle de l'électeur. C'est redoutable! Mais si le stade s'est rendu un studio de création de contenu pour les algorithmes, c'est quoi le message politique exact qui passe? La source parle de populisme communicationnel. Ouais, puis ça, c'est vraiment la clé. Les chercheurs s'appuient sur les travaux d'un auteur, Klaas de Vries, qui dit qu'il faut séparer le populisme de son idéologie stricte, puis le voir plutôt comme un style de communication qui repose sur 3 piliers. Un style? Attends. Définir le populisme juste comme un style de communication, ça a l'air un peu aseptisé, non? D'habitude, le populisme, ça rime avec dérive idéologique. Est-ce que la recherche dit vraiment que n'importe quel politicien technocrate peut juste enfiler un costume populiste le temps de la fin de semaine? C'est en plein ça. L'idée, c'est pas de changer le programme politique du parti, c'est d'adopter la grammaire du populisme. Le premier pilier, c'est l'appel au peuple, perçu comme une entité pure et vertueuse. Dans notre cas, ce peuple, ce sont les partisans dans les gradins. OK. Puis le deuxième pilier? C'est l'anti-élitisme. Faut dénoncer une élite corrompue ou déconnectée. Mais là, il y a un gros paradoxe, là. Le Parti socialiste belge, c'est une institution au pouvoir depuis super longtemps. Ils sont l'élite politique. Comment ils peuvent jouer la carte de l'anti-élitisme? C'est là que c'est super cynique et brillant. Vu qu'ils ne peuvent pas attaquer l'élite politique sans s'attaquer eux-mêmes, ils changent la cible. L'élite méchante, ça devient le foot business. Les arbitres, la fédération de soccer, les riches investisseurs étrangers. Ah ouais, ils se placent du bord du vrai fan contre la finance internationale. C'est ça. Puis le troisième pilier, c'est l'exclusion. Ça prend un ennemi de l'intérieur, un groupe à rejeter pour souder ton peuple. Donc, les hooligans, les casseurs ou les fans des villes rivales qui viennent menacer la belle fête populaire. Je suis fascinée de voir comment ces grandes théories se matérialisent. C'est genre, ces politiciens prennent leur communication normale, lourde, gouvernementale, puis ils ajoutent un filtre Instagram populiste par-dessus. Ça cache les diplômes, ça cache le statut social, puis ça garde juste la ferveur des estrades. C'est vraiment une performance pour faire oublier la distance entre l'élu et la classe ouvrière. L'analogie du filtre Instagram est parfaite. C'est une réalité modifiée par la com. Puis la source nous donne des exemples super concrets de figures de proue du parti. Mettons Paul Magnette. C'est une figure majeure du PS, puis il est bourgmestre, donc le maire, de Charleroi. Lui, il incarne le bourgmestre protecteur. Ouais, son cas est assez débile. Il y a eu cette campagne pour rénover le stade de Charleroi avec de l'argent public, puis ils auront appelé ça « un toit pour toi ». Les mots sont tellement bien choisis, c'est de la grosse manipulation linguistique. Ah oui? Comment ça? Ben, tu sais, normalement, construire des infrastructures sportives avec nos impôts, c'est la job de l'État, c'est de la gestion publique normale. Mais en disant un toit pour toi, avec ce tutoiement super intime, on réécrit le contrat social. C'est plus un service public qu'on a payé, ça devient comme un cadeau personnel du leader bienveillant à son fidèle partisan. C'est du clientélisme 2.0 pour créer une dette émotionnelle. C'est exactement le premier pilier populiste, la connexion paternelle avec le peuple. Mais Magnette joue aussi sur le troisième pilier, l'exclusion, avec la sécurité. Le rapport parle d'un match derby super tendu entre Charleroi et son grand rival, le Standard Liège. Magnette a utilisé son pouvoir de maire pour carrément interdire aux partisans de Liège de venir dans sa ville en prétextant des risques de sécurité.
Puis sur Twitter, ça devient un coup de génie. Au lieu d'embarquer dans un débat plate sur les libertés civiles ou le droit de circuler, des débats où la gauche traditionnelle perd souvent des plumes, il met son filtre populiste. Il joue au shérif. Il trace une ligne. D'un bord, le bon peuple de Charleroi, les familles qui protègent, puis de l'autre, les méchants cancers de l'extérieur. Puis l'algorithme adore ça. Ça génère plein d'approbation. Une onction populaire instantanée. Mais l'étude montre un autre profil dans le même parti. Thomas Dermine, qui s'est impliqué pour sauver le Standard de Liège. Son filtre à lui est différent. C'est ce qu'ils appellent le sauveur technocratique. Ça, c'est audacieux. Le Standard de Liège, c'est historique, mais le club frôlait la faillite. Comment un politicien justifie que l'État mette des millions de fonds publics pour sauver une business de divertissement privé? En transformant ça en un acte de supportérisme ultime, Dermine puis le parti utilisent les réseaux pour dire que la faillite du club, ce serait la faillite d'un patrimoine wallon. Donc l'État se positionne comme le grand bouclier contre les ravages du libre marché. Gérer des gros dossiers de rachat, négocier des subventions, c'est présenté comme le sauvetage héroïque du cœur de la région. Il y a un truc super ironique là-dedans. D'ailleurs, Thomas Dermine vient de la région de Charleroi, le club rival, mais il sauve le club de Liège. Normalement, ça devrait frustrer les fans, non? C'est là que leur armée militante entre en jeu sur les réseaux sociaux. Ils prennent cette contradiction puis en font une force. Ils transcendent la rivalité locale pour créer un récit d'unité wallonne, tous derrière le parti. OK, le terme armée militante, faut qu'on en parle, parce que le politicien peut mettre des photos avec son foulard de soccer. Si personne like ou commente, ça tombe à l'eau. Pour que le filtre ait l'air vrai, faut simuler la ferveur. C'est là qu'on arrive dans ce que j'appelle la base arrière numérique. Oui, puis ça donne froid dans le dos. Quand on regarde X, on a l'impression que c'est de l'indignation ou du soutien spontané. Mais l'étude identifie 4 profils cliniques de militants qui créent cette chambre d'écho. Desdi, c'est quoi les 4 profils fans? Le premier, c'est le fan activiste. C'est l'utilisateur qui fusionne son identité politique puis sportive. Sur son profil, il y a le logo du PS juste à côté de l'écusson du club. Il fait le pont entre les deux mondes. Ah, intelligent. Ensuite? Le gardien du temple. Lui, il est agressif. Sa job, c'est d'attaquer n'importe quel journaliste ou citoyen qui oserait critiquer les dépenses du stade ou les décisions du leader. Un chien de garde, genre? Il y a aussi l'amplificateur silencieux, non? Exact. Le soldat de l'ombre. Il écrit jamais rien de nouveau, il fait juste retweeter à la chaîne les messages des leaders pour déjouer l'algorithme puis créer un effet de masse complètement artificiel. Puis le dernier? Le sniper antilibéral. Lui, le beau jeu sur le terrain, il s'en fout. Il utilise le vocabulaire du soccer juste pour tirer à boulet rouge sur les politiciens adverses. Puis ce qui est capoté, c'est que tout ça est organisé par des logiciels. C'est pas juste un gars dans son sous-sol. Le rapport parle d'outils comme Nation Builder. C'est des grosses bases de données qui aspirent les infos des électeurs pour faire du micro-ciblage. Si le logiciel voit qu'une personne aime le soccer puis les syndicats, boum, il est segmenté. Dès que le politicien tweet sur le club, le logiciel envoie des alertes aux militants. Allez, retweetez ça, commentez ça. C'est de l'ingénierie comportementale pure. C'est ce qu'on appelle l'astroturfing. Ça vient de la marque de faux gazon synthétique. C'est la simulation artificielle d'un mouvement citoyen qui a l'air de venir de la base. Ouais, moi, l'image que ça me donne, c'est la hola. Tu sais, la fameuse vague humaine dans les estrades. Sur nos écrans, ça a l'air joyeux, porté par le peuple, mais en vrai, c'est une hola synthétique, chorégraphiée par des algorithmes puis amplifiée par les gardiens du temple. C'est une pièce de théâtre où l'armée simule l'ovation du public. C'est une super belle analogie, puis cette maîtrise-là des réseaux, elle est essentielle pour le PS, parce qu'ils ne sont pas les seuls à utiliser le sport. Il y a une vraie guerre de modèles politiques qui se joue sur le gazon. Bon, attends. Avant de rentrer dans cette guerre des partis, faut vraiment qu'on mette un truc au clair pour l'auditoire. Oui, c'est primordial. Les sources qu'on analyse examinent des partis de l'extrême gauche, du centre, de la droite. On veut que ça soit super clair ici. On prend 0 position. On valide aucune idéologie, puis on n'en condamne aucune. On est strictement des observateurs qui regardent les stratégies de communication. Il faut vraiment garder cette neutralité en tête, parce que les échanges entre ces partis sont super intenses. Si on regarde à la gauche du PS, il y a le Parti du travail de Belgique, le PTB, qui est plus radical. Le rapport décrit ça comme un choc frontal de populisme, non? Tout à fait. Le PS, c'est le populisme institutionnel. Ils ont le pouvoir et signent les chèques pour les stades, on les voit dans les loges VIP. En face, le PTB, avec des figures comme Raoul Adebo, mais sur un populisme perçu comme plus authentique. Eux, ils sont physiquement dans les estrades populaires, debout avec les ultras, pas de cravate, une bière à la main. Le puriste de la rue contre l'établissement des loges.
Ça doit exploser sur Twitter, non? Constamment, les militants du PTB accusent le PS d'être vendu au foot business, puis l'armée numérique du PS réplique avec une posture de politicien responsable. En gros, le message, c'est « Pendant que l'extrême gauche crie dans les gradins, nous, on gère les budgets pour s'assurer que le stade ne ferme pas. » Fait que c'est la guerre à gauche. Mais à droite, face aux libéraux, au mouvement réformateur, le MR, là, c'est un autre niveau de surréalisme. Là, on est dans la guerre idéologique par procuration. Le président du MR, Georges-Louis Boucher, dirige lui-même un club, les Francs-Borins. Puis son parti prône une vision du sport basée sur l'entrepreneuriat puis les capitaux privés. Fait que quand son équipe perd une partie de soccer la fin de semaine, l'armée du PS capote de joie sur Twitter. Il se moque pas du pointage. Il transforme un ballon raté en preuve irréfutable que le modèle néolibéral puis le capitalisme, c'est un échec. C'est fou. Le sport est devenu l'arène où on juge les modèles économiques. C'est la conclusion implacable de cette étude. Le Parti socialiste essaie de remplacer une solidarité de classe qui marchait avec les syndicats dans le temps, mais qui s'essouffle, par une solidarité de tribune. Fait qu'on remplace des concepts sociaux complexes par une émotion binaire. Mon maillot contre ton maillot. C'est vraiment de la politique à court terme. Et c'est là qu'est le gros danger. L'astroturfing, la fausse ferveur. Les citoyens finissent par voir les ficelles, puis ça crée juste plus de cynisme envers les policiers. Puis la folle la plus énorme, c'est que tu attaches ta réputation de compétence politique au résultat d'un match-foot. Tu sais, si l'équipe perd tout le temps ou si le club fait faillite malgré les millions de l'État, tout ton récit de bon gestionnaire s'effondre direct. Tu bâtis ton avenir politique sur un ballon qui rebondit mal. Tu perds le contrôle de ton propre narratif. Exactement. Ce qui m'amène à une réflexion finale pour l'auditoire. Si aujourd'hui, la survie politique dépend de la capacité à manipuler la colère des fans puis l'algorithme des réseaux sociaux, est-ce qu'on s'en va vers un avenir où les partis vont arrêter d'engager des économistes ou des urbanistes? Est-ce qu'ils vont juste recruter les chefs des hooligans parce qu'ils savent comment craquer une foule? Sincèrement, que va devenir la gestion de l'État quand on va remplacer la connaissance des dossiers complexes par la capacité à lancer la bonne chanson de stade au bon moment? C'est une perspective qui donne sérieusement à réfléchir. Imaginons deux personnes qui font exactement le même métier. OK, ouais. Le même travail au quotidien. C'est ça. Ils enfilent des crampons la fin de semaine, courent sur un terrain en gazon, puis essaient de mettre un ballon dans un filet. La description de tâche est identique. Sauf que la paie doit être un peu différente. Bien, tellement. Le premier gagne juste assez pour s'acheter un beau petit bungalow en banlieue. L'autre empoche 275 millions de dollars par année. Ah, c'est complètement déconnecté. Complètement. Cet écart de 1 à 550, c'est pas une exagération théorique du tout. C'est la réalité brutale entre un joueur moyen de la Pro League en Belgique puis une méga-star mondiale comme Cristiano Ronaldo. Oui, l'industrie mondiale du soccer s'est rendue une machine incroyable. Fait que c'est ça, c'est une machine qui brasse aujourd'hui 38 milliards d'euros annuellement, des chiffres qui donnent quand même un peu vertige. Ben, c'est un vertige justifié, je te dirais, parce que cet écart-là ne s'explique pas pantoute uniquement par le talent pur sur le terrain. Non, c'est pas juste une question de qui compte le plus de buts. Non, ou par le nombre d'abonnés sur Instagram, mettons. C'est vraiment une question de structure financière profonde. OK, je vois. On a souvent tendance à percevoir le sport professionnel comme une bulle isolée, un genre de divertissement à part. Mais les données qu'on a sous les yeux aujourd'hui montrent que ces chiffres calquent presque parfaitement les disparités du produit intérieur brut mondial. C'est fou. Puis c'est justement la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va se servir du ballon rond comme d'une gigantesque loupe pour comprendre le capitalisme sportif moderne. Exact. En épluchant notre pile de sources et de rapports financiers, on réalise assez vite qu'El Soccer, c'est pas juste une game du samedi après-midi. C'est le miroir exact, puis même une version amplifiée des immenses inégalités économiques planétaires. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de résumer ces concepts complexes-là pour quiconque étudie l'économie ou cherche simplement à comprendre comment les milliards circulent derrière les matchs de fin de semaine. On veut suivre l'argent, dans le fond. Exactement. L'idée, c'est de cartographier cet écosystème-là. Ça va de l'impact local sur l'économie jusqu'aux investissements géopolitiques des pétromonarchies. Bon, décortiquons tout ça parce qu'il y a du stock. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord regarder les chiffres macroéconomiques puis voir comment le sport calque l'économie réelle. Oui, les rapports sont super clairs là-dessus. Mettons, l'Europe représente environ 16 % de la population mondiale et 23 % du PIB global. OK, donc une bonne part, mais pas la majorité. C'est ça.
Mais quand on regarde les revenus du football, l'Europe capte 72 % des revenus mondiaux. 72 hein? C'est immense. C'est une concentration de richesse massive. Et pour mesurer ça, les économistes utilisent un truc qui s'appelle le coefficient de Gini. C'est quoi exactement cet indicateur-là? C'est une échelle de 0 à 100 qui mesure l'inégalité. 0, tout le monde est égal. 100, une seule personne possède tout. OK, fait que plus c'est haut, pire c'est. Exact. Pour donner une idée, l'Afrique du Sud a le pire score national enregistré, avec 0,63. C'est très, très inégalitaire. Mais laisse-moi deviner, le soccer fait pire. Ben oui. Le football mondial a un Gini estimé entre 0,65 et 0,70. Ah! Wow! C'est capoté. Le système du soccer est littéralement plus inégalitaire que le pays le plus inégalitaire sur Terre. Mathématiquement, oui, c'est exactement ça. Puis la comparaison directe entre les pays est fascinante. Ouais, j'ai vu ça dans les sources concernant la Belgique puis l'Angleterre. Oui, la Belgique est un pays riche, mais avec un marché de taille moyenne. L'Angleterre, c'est une superpuissance économique. Au soccer, le ratio de salaire entre la Belgique puis l'Angleterre, c'est 1 pour 50. Et ça reflète presque exactement le ratio des revenus de leurs ligues respectives, qui est de 1 pour 19. C'est vraiment le soccer comme version sous stéroïde du néolibéralisme. Dans l'économie réelle, on s'indigne qu'un grand PDG gagne 100 fois le salaire médian. Avec raison, d'ailleurs. Ouais, mais dans le soccer, si on prend le salaire médian en Belgique, Ronaldo gagne 4650 fois ce salaire-là. C'est astronomique. Et ça s'explique parce que les élites sportives, donc le top 1 des clubs, captent plus de 50 de la richesse totale. Ça reproduit carrément la domination du G7 dans l'économie globale. Exactement. Et puisque la richesse est si concentrée au sommet, surtout en Europe et dans la Premier League, ça crée inévitablement un système de classe mondiale parmi les ligues. Fait que les pays moins riches sont carrément forcés de s'adapter s'ils veulent survivre. C'est la loi du marché. La première ligue anglaise est la superpuissance incontestée, avec des revenus de 7,1 milliards grâce à des droits télé colossaux. Puis pendant ce temps-là, l'Amérique du Sud puis l'Afrique servent de réservoirs. Des immenses réservoirs de talent, mais gravement sous-payés. Les chiffres de nos sources sont frappants là-dessus. Sur 150 joueurs des 5 meilleures sélections africaines, il y en a 145 qui jouent en Europe. C'est une fuite des cerveaux monumentale. Et c'est là qu'on voit le rôle intermédiaire de pays comme la Belgique avec sa Pro League. C'est un vrai laboratoire des disparités, ce pays-là, au niveau du sport. Complètement. La Ligue belge achète des jeunes talents étrangers à rabais. Puis les raffine. On peut penser à des joueurs comme Jérémy Doku ou Charles de Ketteler. Voilà, ils les développent tactiquement et ensuite les revendent à fort profit aux 100 grandes ligues européennes. Quand je lisais ça, ça m'a fait penser à l'économie industrielle classique. L'Afrique puis l'Amérique du Sud exportent la matière première brute. Le talent, elle est top peu, ouais. Ensuite, la Belgique ou le Portugal raffinent cette matière-là. Puis au final, les puissances comme l'Angleterre ou l'Espagne consomment le produit fini. C'est une super bonne analogie. C'est pas un peu comme les ingénieurs indiens qui migrent massivement vers la Silicon Valley pour faire rouler les grosses entreprises technologiques? Ce qui est fascinant ici, c'est que la dynamique est identique. Le transfert de capital humain va toujours vers le capital financier. Mais est-ce que ça aide les Ligues du Sud de vendre ces joueurs-là? Ça amène de l'argent, non? En surface, oui. Les transferts vers l'Europe ont rapporté 1,1 milliard de dollars en 2 ans pour l'Amérique du Sud. C'est quand même beaucoup d'argent. Ça a l'air énorme. Mais structurellement, ça les condamne à rester des ligues purement formatrices. Parce qu'ils perdent leur vedette avant même qu'elle soit à leur apogée. C'est ça. Sans stars locales, les droits télé restent bas. Donc, ils ne peuvent pas accumuler un capital sportif ou financier local durable. C'est un cercle vicieux. C'est vraiment tragique d'un point de vue développement local. Mais face à ce pillage des talents, on pourrait se demander à quoi ça sert le soccer localement en Europe. Ah, la réponse se trouve dans l'économie réelle, loin des stades et des contrats de transfert. Ouais, parce que l'impact social réel des investissements sportifs, c'est pas juste des bulles dimanche. Non, l'impact massif en Espagne, par exemple, est assez révélateur. Le football professionnel là-bas, ça représente 1,44 % du PIB national. C'est gigantesque pour un seul sport. Ça crée plus de 194 000 emplois, en fait. Et le multiplicateur économique est super intéressant. C'est-à-dire? Pour chaque euro investi, ça génère 4,20 € dans l'économie globale du pays. Fait que les restaurants, les hôtels, les transports, tout le monde en profite? Exactement. Et l'UEFA a même développé un modèle appelé SROI pour évaluer ça. Le fameux Social Return on Investment. Oui, sur un impact total calculé de 39,5 milliards d'euros en Europe. Écoute bien ça. J'écoute. Il y a 28,6 milliards qui sont des bénéfices purement sociaux.
Des bénéfices sociaux. Genre quoi, précisément? On parle d'amélioration de la santé mentale, de succès dans l'éducation, d'intégration sociale et même de réduction drastique de maladies comme le diabète chez les jeunes. Ouais, parce que les jeunes bougent plus au lieu de rester sur leur téléphone. C'est exactement ça. L'impact sur la santé publique est quantifiable et il est énorme. OK, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y, je t'écoute. Ces externalités positives-là sont grandioses, c'est clair. Personne n'est contre la santé des jeunes. Non, c'est sûr. Mais est-ce que ça justifie vraiment que les gouvernements subventionnent la construction de mégastades avec nos taxes? Hein? C'est une excellente question. Parce qu'au fond, est-ce que c'est pas juste un énorme transfert de richesse des contribuables ordinaires vers des propriétaires de clubs qui sont déjà milliardaires? Ben, c'est le grand paradoxe du sport moderne. Et c'est important de rester objectif là-dessus. Ouais, l'IFE parle de même. D'un côté, le sport est un moteur social et de santé publique incontestable au niveau de la base. Mais de l'autre, au niveau professionnel, il fonctionne littéralement comme une machine de concentration de richesse au sommet. Ces deux réalités qui coexistent puis qui se frottent constamment. Et ces retombées locaux massives, combinées à la visibilité globale, ça a attiré de nouveaux prédateurs au sommet de la pyramide financière. Voici où ça devient vraiment intéressant. On assiste aujourd'hui à une guerre idéologique puis financière entre deux types d'investisseurs. Deux modèles qui réécrivent complètement les règles de la gestion sportive. Commençons par le modèle occidental, ce qu'on appelle le private equity ou le capital investissement. Ouais, l'exemple classique, c'est Clear Lake Capital et Todd Boehly qui ont acheté Chelsea. Eux, leur stratégie, c'est la financiarisation pure et dure. Absolument. L'objectif, c'est un retour sur investissement, un TRI de 15 à 20 %. Puis pour y arriver, ils utilisent des trucs comptables hallucinants, genre l'amortissement via des contrats de joueurs ultra longs. Exact. Des contrats de 6 à 8 ans pour étaler le coût du transfert et contourner les règles du fair play financier. Moi, je regarde ça, puis c'est presque une pyramide de Ponzi dans certains cas. Comment ça? Bien, avec les risques du modèle multiclub. Un fonds emprunte pour acheter un club, il s'en sert comme garantie pour un autre, puis il s'échange des joueurs pour maquiller les bilans. Ah oui, le rapport souligne le cas du groupe 777 Partners. Ils ont failli faire s'effondrer le club du Standard de Liège avec ces montages-là. C'était pas risqué. Puis de l'autre côté du ring, on a le modèle des États du Golfe. Oui, l'Arabie Saoudite avec le fonds PIF qui gère Al Nassr, le Qatar avec le PSG et les Émirats avec Manchester City. Et selon les analystes, leur modèle est fondamentalement anticapitaliste. C'est un terme fort, mais factuellement, les déficits de ces clubs-là sont comblés indéfiniment par l'État. Fait que l'objectif, c'est même pas le profit direct. Non, l'objectif, c'est ce qu'on appelle le sports washing. Donc, utiliser le sport pour blanchir une réputation à l'international. Exactement. On parle de diplomatie pure et de soft power. Un bel exemple, c'est d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde. On rapporte ça de manière purement factuelle, selon les rapports financiers. C'est pas une question d'éthique ici, c'est une question de stratégie d'État versus stratégie de fonds d'investissement. Et face à ces capitaux étatiques illimités, les régulateurs sont un peu démunis. C'est le moins qu'on puisse dire. Manchester City, par exemple, fait face à 115 accusations de violations financières en Angleterre. 115? Ça montre bien l'impuissance relative des règles actuelles du soi-disant fair play financier. Ouais, les règles n'ont pas été conçues pour affronter les budgets souverains. Fait qu'après avoir exploré toute cette macroéconomie, les fuites de cerveau, l'impact local, puis la guerre des milliardaires, c'est le temps de faire une synthèse. Ouais. Rassembler les pièces du puzzle pour un étudiant curieux qui essaie de comprendre le capitalisme sportif moderne. Exact. Ben moi, ce que j'en retiens, c'est que le soccer, c'est l'allégorie parfaite du capitalisme mondialisé. Je suis 100% d'accord. Il y a cette grosse illusion méritocratique d'un côté. L'idée que n'importe quel enfant de la rue, peu importe d'où il vient, peut devenir la prochaine grande star s'il travaille fort. Mais la réalité de l'autre côté, c'est qu'il fait face à des oligopoles financiers totalement infranchissables. La santé financière des ligues dépend même plus du talent. Non, ça dépend de la ronde technologique et démographique, Faut juste penser aux droits télé de la Première Ligue. Plus de 9 milliards sur 4 ans. ce qui garantit la richesse même au dernier club du classement anglais. En résumé, la carte du soccer, c'est simplement la carte de l'économie mondiale en crampon. C'est une très belle image. Un club belge, peu importe son talent pour former des jeunes, va jamais résister à une offre anglaise. C'est mathématiquement impossible. Tout comme une économie de taille moyenne ne peut pas concurrencer le budget d'une superpuissance mondiale. Et en conclusion, il faut se rappeler que le football moderne, avec ses clubs cotés en bourse et ses fonds souverains, c'est plus juste du sport. C'est devenu quoi d'abord? Une classe d'actifs financiers standardisés. C'est vraiment le dernier champ de bataille d'un capitalisme débridé. C'est fascinant puis terrifiant en même temps. Je veux clore cette analyse en laissant une dernière pensée provocatrice tirée de nos documents. Je t'écoute.
Le soccer maintient son attrait universel par cette illusion de méritocratie dont on parlait. Le mythe du jeune prodige issu d'un quartier pauvre qui conquiert le monde. C'est ce qui fait rêver les foules. Mais qu'est-ce qui arrive aux 99 % des autres enfants? Ceux qui sont souvent déracinés de leur pays d'origine par ce système hyper-capitaliste. Ouais, ceux qui n'atteignent jamais le sommet. C'est ça. Ils se retrouvent souvent loin de chez eux, sans diplôme, puis sans aucune perspective d'avenir, à 25 ans. C'est la réalité brutale des centres de formation. C'est une face vraiment cachée de cette industrie à 38 milliards d'euros. Une face qui mérite qu'on s'y attarde bien au-delà des paillettes puis des beaux buts les soirs de match. C'est une excellente réflexion pour terminer. Ça remet les choses en perspective. Merci énormément pour cette plongée au cœur du ballon rond financier. Ça fait plaisir. Pour quiconque nous écoute, gardez cette perspective en tête la prochaine fois que vous allumerez la télé pour un match. Fin de notre exploration pour aujourd'hui.